Up a rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. C'est le deuxième épisode d'une série d'émissions consacrées aux cahiers du cinéma et plus particulièrement à la première période des cahiers du cinéma, c'est-à-dire les années 50, la période fondatrice de cette revue de cinéma qui fête cette année ses 70 ans. Et je voulais m'intéresser à 5 critiques de cinéma qui ont la particularité d'être devenus ensuite, ils étaient de très grands critiques de cinéma et ils sont devenus ensuite de très grands cinéastes. Éric Rohmer, qu'on a entendu, enfin, on a discuté avec Saad Chakali la semaine dernière autour de Éric Rohmer. Il y aura aussi Jacques Rivette, François Truffaut, Jean-Luc Godard et aujourd'hui, avec Laurent Bourdon que vous connaissez, qui est un journaliste et un homme de radio qui fait le métier que j'essaie de faire là actuellement et qui aimerait bien être à ma place. Voilà. De beaucoup. Ouais. Bon, pourquoi pas, vers la fin de l'émission, on va peut-être changer nos places, pourquoi pas. Oui, mais chez vous, je vais peut-être vous piquer votre place un jour. Non, vraiment, on verra ça. Pourquoi pas. Et aujourd'hui, on va parler de Claude Chabrol. Je suis très content parce que Claude Chabrol, c'est vraiment quelqu'un d'à part dans ce groupe comme ça de jeunes Turcs. Lui-même, il le dit. C'est à part aussi dans le cinéma français. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Claude Chabrol. Et aussi, pourquoi on en parle avec Laurent Bourdon, avant que je lui dise bonjour, parce qu'il y a ça. Tout Chabrol, et vraiment, quand il y a marqué tout, c'est vraiment tout Chabrol, et on va vous expliquer pourquoi. Et puis, il y a ça, qui est une espèce de supplément DVD, on va dire ça comme ça, et qui est juste extraordinaire. C'est comme disait Claude Chabrol, c'est rempli de citations sur pas mal de thématiques, comme la religion, comme les Césars, comme ses confrères aussi de la Nouvelle Vague, les Oscars, le cinéma américain, il y a plein de choses. Voilà. Alors, déjà, Monsieur Bourdon, Laurent Bourdon, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Comment allez-vous? Je vous en prie, mais très bien. Tout va pour le mieux, et je suis assez ému d'être là avec vous et sur un site aussi pointu cinéphiliquement parlant. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, peut-être un peu incongrue, peut-être, je sais pas, de revenir sur ces critiques de cinéma et d'essayer de comprendre un peu comment ils écrivaient, ce qu'ils écrivaient, leur méthodologie. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Moi, je n'en pense que du bien, évidemment. Plus on parlera des cahiers du cinéma de cette période, en tout cas, parce qu'après, il y a eu quand même beaucoup d'évolution. Et bon, voilà, il y a 70 ans. C'est ça, c'est 70 ans, vous dites? C'est 70 ans, c'est avril 51. Avril 51. Voilà. C'est évidemment un événement. Si on lit, moi, je m'intéresse aussi un peu à une période précédente. Les journaux qui parlaient de cinéma avant les cahiers du cinéma, alors il y en a eu énormément. Il y a des magazines comme Pour Vous, comme Ciné Magazine, ça n'a rien à voir. Quand on parle des films, mais c'est du rédactionnel, quoi. Enfin, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que quasiment, on se demande si les producteurs n'ont pas payé pour qu'on écrive telle critique sur des films. C'était pas des critiques, c'était des choses vraiment sans vision, sans réflexion. C'est ah là là, il y a Daniel Darieux dans tel film. Vous voyez, c'est une époque où vraiment c'était la star qui comptait, et c'était plaisant, machin. Alors de temps en temps, il y en a qui disent des méchancetés sur des films à l'époque, mais voilà. Bon, les cahiers du cinéma ont révolutionné ça. Il y a eu évidemment Art aussi, il y a eu d'autres magazines, mais Positif, par exemple, plus tard. Voilà, Positif. Alors voilà, la guerre entre Positif, mais qui est assez curieuse avec Chabrol, mais peut-être qu'on grille les étapes, même entre Positif. Allez-y, je vous en prie. Les cahiers du cinéma, évidemment, quand tous ces braves critiques se sont mis à faire des films, ils étaient encensés, c'était des génies à l'état pur dans les cahiers du cinéma, et puis Positif était un petit peu moins. Et puis très vite avec Chabrol, c'est le contraire. Assez vite, les cahiers du cinéma vont sinon s'en désintéresser. Il y a toute une période où ils vont plus parler des films de Chabrol dans les années 70 par là, mais Positif prend la défense souvent des films de Chabrol. Donc c'est assez curieux effectivement que tout d'un coup Positif se mette à défendre Chabrol et les cahiers du cinéma pas toujours, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, les premiers films de Chabrol vont être acclamé, c'est un génie, quoi. Voilà. Et évidemment, certains s'en moquent, voilà. Mais effectivement, Chabrol a une part un petit peu
à part, une part à part, et est un peu différent de Truffaut, de Godard, de tous ces gens-là dans les cahiers du cinéma, et même après sa carrière. Aujourd'hui, quand on cite la Nouvelle Vague, quand on cite ces jeunes Turcs là dont vous parlez, souvent on dit ouais, vous savez, Truffaut, Godard, Romer, ça. Chabrol est pas toujours intégré à cette liste de gens prestigieux parce que sans doute il le dit lui-même, hein, il l'a dit lui-même plusieurs fois qu'il avait osé lui mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que quand avant de faire du cinéma, il a accepté d'être en gros attaché de presse pour la Fox. Alors vraiment, c'était mal vu par ses camarades parce que c'était de la publicité pour des films américains. Il écrivait des fausses biographies de Jane Mansfield. Enfin bref, il avait accepté parce qu'il fallait bouffer de se mettre les mains dans le cambouis. Ensuite, il va accepter. Vous imaginez Truffaut faire Marie Chantal contre Dr K. C'est pas possible. Donc voilà. Je pense que ça lui a donné une image à la fois, je pense, très positive dans le public et très sympathique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais évidemment, les puristes, voilà, les deux tigres, le tigre se parfume à la dynamite, le tigre aime la chair fraîche. Tout ça, évidemment, quand on fait Jules et Jim et qu'on va, c'est pas possible de faire ça. Donc, il est vraiment très à part dans la bande des cahiers. Ouais. Alors, c'était une très belle entrée en la matière. J'ai quand même omis quelque chose qui est assez important. Ces 2 livres fascinants sont édités chez Leitmotiv et je salue particulièrement et qui d'ailleurs on a déjà travaillé ensemble. On a fait un bouquin sur de Quentin Victory Lédier sur Rocky, sur Stallone, sur Rocky entre autres. Et donc édition Leitmotiv. Et bien sûr aussi il y avait Sur les traces de Jackie Chan de François Barge-Prieur. C'était édité chez Leitmotiv aussi. Donc on a travaillé là-dessus. Une maison éclectique. Éclectique. Donc, Monsieur Jeunet, merci beaucoup pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Il y a des petits crépitements au niveau du casque de Monsieur Laurent Bourdon, mais c'est pas grave, hein, ça passe, ça va passer, il y a aucun souci. Mais je tiens à préciser pour celles et ceux qui nous regardent. Non, mais il y a aucun problème. Alors, première question très très basique, mais moi comme vous en parlez pas forcément dans le livre, mais ça n'est pas forcément aussi le sujet. Mais j'aimerais, moi, connaître la première fois que vous avez rencontré un film de Chabrol et c'était lequel et surtout comment vous les avez réagi ce jour-là. Ah, un film de Chabrol. Alors, c'était dans un ciné-club qui passait Que la bête meurt. J'avais, voilà, j'accompagnais mon frère aîné, tout ça. Et donc, je devais pas très vieux, mais genre, je sais pas, 12, 13 ans, 14 ans. C'est Que la bête meurt que j'ai vu sans doute la première fois. Je me souviens bien de cette séance-là. Il était là en plus, Chabrol. C'était un beau ciné-club. Et donc, il a raconté des trucs. J'avais trouvé le personnage. Pour vous dire qu'à ce moment-là, voilà, je me suis dit, ah là là, un jour, j'écrirai un livre, pas du tout. Mais enfin, il avait, vous voyez, à la fin de Que la bête meurt, on découvre un peu la vérité. Il y a un plan comme ça sur la mer et puis on se dit, bon, bah, le mot fin, tout ça. Il était ravi de faire un pied de nez aux spectateurs qui déjà se levaient de leur siège parce que bon, c'est la fin, donc on regarde pas le générique de fin, on s'en fiche. Et il expliquait qu'il avait rajouté un plan juste après pour que tout le monde se rassoie pour, ah, là, c'est pas fini. Et voilà, il avait fait cette petite blague aux spectateurs un peu pressés de partir puisqu'il pensait que le film était fini par un plan qui précédait effectivement le mot fin. Et voilà, donc c'était une fausse fin. Ça l'avait amusé et je me souviens de ça. Et donc, c'était dans les années, je vous dirais pas quand j'avais 12 ans, mais enfin, c'était il y a longtemps. Puis après, j'ai retrouvé Claude Chabrol parce que justement, sur une radio qu'on ne citera pas plus que ça, mais où j'avais votre rôle. Et donc, je l'avais invité dans l'émission et on a parlé 1 heure, très bien. Et puis ensuite, quand j'ai été viré de cette même radio, c'est assez, évidemment, voilà, c'est pas des métiers sûrs qu'on fait. Hein. Donc, j'ai été viré et donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être me mettre à faire des choses que j'avais en tête. Et à ce moment-là, il n'y a pas que la radio dans la vie, c'est vraiment ma passion et vraiment ce qui m'a pendant 20 ans, j'en ai fait. Bon, bref. Et je me suis dit, je vais me mettre à l'écriture, je vais écrire quelque chose. Et puis tout d'un coup, l'affaire d'Hitchcock est venue, c'est un personnage, voilà, c'est un monde incroyable, Hitchcock, hein, c'est vraiment. Et j'ai fait un dictionnaire, Hitchcock, qui est épais aussi, comme celui-là, presque. Et quand il s'est agi de trouver, quand c'était chez Larousse, et Larousse me dit, bah, il faut faire une préface, qui peut faire une préface?
Alors évidemment, je pensais à Chabrol, mais je connais pas. Alors, grâce à un ami commun qui est un vrai ami de Claude Chabrol, eh ben, il lui a passé mon texte. À peine 4-5 jours plus tard, Chabrol au téléphone, qui me dit écoutez, je cherche la petite bête, je ne la trouve pas. Il faut vous dire que Chabrol, non seulement a écrit, oui, non seulement Chabrol a interviewé Hitchcock pour les Cahiers du cinéma, entre autres, il l'a rencontré. Il a écrit le premier bouquin sur Hitchcock, c'était en 1957, avec Eric Romer, dont vous parliez récemment. Et donc, il a tourné un plan d'un film d'Hitchcock. Le dernier plan de Topaz, donc Leto, je veux dire en français, le dernier plan, c'est Avenue Foch. Il y a l'Arc de Triomphe au bout, là-bas. Sur un banc, il y a un journal qui s'envole un peu sur les problèmes de missiles à Cuba, etc. Et ce plan-là a été tourné par Chabrol. Il aurait dû même tourner toutes les scènes de ce film-là qui se déroulent en France, au parc à Paris, je veux dire, au stade Charletti. Puis finalement, Hitchcock s'est dit, bon, allez, j'y vais quand même. Mais ce plan-là, c'est Chabrol. Donc vraiment, s'il y avait quelqu'un de désigné d'office quasiment pour faire une préface à un gros bouquin sur Hitchcock, c'était Chabrol. Et donc, j'ai rencontré à cette occasion, il m'a invité à manger une côte de bœuf dans son repère habituel. À l'époque, il habitait Place des Vosges, quand même un endroit charmant. Mais ce jour-là, quand je suis allé le voir Place des Vosges, il m'a bien précisé que son appartement, c'était une location et qu'en plus, il donnait sur la cour. Voilà, ça, c'est très Chabrol. Et donc, on a mangé une côte de bœuf, on a parlé, et j'ai trouvé ce monsieur vraiment passionnant. Donc, j'ai commis un ouvrage sur Claude Chabrol il y a déjà quelques temps, sur la bouffe dans les films de Claude Chabrol, parce que c'est quand même un sujet important. Il n'y a pas un film de Claude Chabrol, même son documentaire sur l'occupation, il s'appelle L'œil de Vichy. Évidemment, il parle de bouffe quand même, et Dieu sait si à cette époque-là, c'était quelque chose d'important. Bref, donc j'ai fait ça. Et puis, on a continué à avoir des contacts comme ça, de se parler. Voilà, il a un peu participé d'ailleurs à ce bouquin en me donnant quelques idées, quelques pistes. Et voilà, et puis la vie a fait que voilà, on a continué chacun nos petites activités. Et il est mort. Et après, je me suis dit quand même que ça manquait, un bouquin un peu épais, un peu complet, un peu tout Chabrol, sur Chabrol. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'y mettre. Et j'ai mis 4-5 ans. Oui, c'est ça. J'ai mis à peu près 4 ans parce que il est tellement, voilà, 57 films. 57 films, exactement le même nombre de films qu'Hitchcock en plus. Donc voilà. Et puis il y a aussi dans ce livre que vous avez donc écrit, qui est celui-ci. Ce qui est assez incroyable, c'est que donc vous commencez à partir du moment où il naît, donc dès la date de sa naissance. Ouais, je me suis dit, j'aurais pu commencer plus tôt encore, mais enfin bon, ça aurait été un peu. Voilà, il y a cela, et puis vous jusqu'à la fin de sa vie, encore quelques années après la fin de sa vie, pour bien expliquer que Chabrol est toujours intemporel, que cela soit dans les listes de critiques de cinéma des meilleurs films, mais aussi dans des interviews qui sont données à droite à gauche. Et il y a comme ça un moment au tout début, avant qu'on parle de Chabrol critique, où j'arrive pas à le retrouver, mais vous allez m'aider. C'est quand il découvre pour la première fois le fromage et le vin. Et ouais, il est assez jeune. Là, oui. Il est assez jeune. C'est quelque chose d'important dans sa vie. Hein. Il l'a dit. Un truc qu'on fait deux fois, au moins 2 fois par jour, si on s'y intéresse pas, c'est idiot. Et donc, il est jeune, effectivement, il est avec des copains, il est parti en vacances, sans doute du côté de la côte, voilà, Biarritz, ou par là. Enfin bon, bref, il rentre chez lui, chez ses parents, en voiture, il y a un copain qui conduit, mais il crève, il y a un pneu crevé, oui. Il trouve asile dans la famille d'un de ses copains avec qui il est, et donc il les invite, ce sont des gens des bourgeois dont il va parler plus tard, et dont il va, voilà. Et donc il est à table, il mange ça, puis à la fin le fromage arrive, parce que bon, voilà, un repas bien constitué, fromage. Il dit que vraiment il veut pas manger de fromage, rien encore, et alors il prend quand même un bout de fromage, et puis alors le vin sûrement pas, il n'avait jamais vu de vin, et le père de famille, on imagine le notaire de province, ou enfin en tout cas le pater familial, qui lui dit mais enfin vous êtes un con, voilà, et à partir de ce jour-là, il s'est mis à boire du vin et à s'y connaître, évidemment, et voilà, c'est pas du tout un buveur comme ça, c'est vraiment un esthète de tout ce qui est vraiment la nourriture
sujet sérieux et important dans sa vie. Ouais. Alors permettez-moi de relire ce passage que vous venez de, parce que c'est par rapport aussi au style que vous utilisez et qui est pour moi, enfin ce moment-là est très représentatif du style que l'on retrouve dans tout le livre. C'est la page 24 et on est en 1946 et donc vous dites ce que vous venez de dire, c'est vous écrivez août, donc page 24 août. Le mois d'août, c'est parce qu'un pneu crevé l'obligea à faire halte quelque part en Touraine dans la famille de l'un des amis avec lesquels il était parti en vacances à Pornic que Claude découvrit le fromage et le vin. La famille était bourgeoise, la maison bien tenue et le dîner épatant. Après avoir bu de l'eau durant tout le repas, il repoussa l'imposant plateau de fromage, au pluriel, qui lui était présenté. Il vit alors le maître de maison se lever et, tout en lui servant un verre de Bourgogne 1934, ça c'est très important, lui lancer « Mais vous êtes trop con, vous allez me faire le plaisir de prendre du fromage, du camembert et de l'époisse aussi. » Et une fois assis, il m'a servi un verre de Bourgogne 34. Je ne pouvais faire autrement que d'obéir et j'ai trouvé ça sublime. Je me suis dit que j'étais vraiment le roi des cons. Vous avez comme ça en peu de temps, vous avez écrit sur Belmondo, vous avez écrit sur les critiques du cinéma, sur Hitchcock. Donc vous, oui, enfin, voilà. C'est particulièrement bien lu, là, quand même. Ouf, mais il y a aussi un style. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je trouve que le style est aussi vivant que certains films de Chabrol dans lesquels il a tendance à croquer comme ça la vie à plein dedans et il a tendance aussi. D'ailleurs, il y a toujours, c'est un peu un bazar, ça va être un bazar organisé cette émission, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir avec vous. Est-ce que c'est vrai que Chabrol, véritablement, dans la plupart de ses films, surtout les films dans les années 70 et jusqu'à la fin de sa vie, il avait dans l'œil du mire la bourgeoisie provinciale. Est-ce que c'est vrai cela ou c'est plus ou moins une légende urbaine? Alors, évidemment que la bourgeoisie de province, qui plus est, fait partie de l'univers qui va beaucoup fréquenté. Lui-même n'est pas du tout un bourgeois de province, c'est un fils de pharmacien de Paris. Ses parents sont de la Corrèze, il va passer une partie de son enfant, en tout cas pendant la guerre, il va être dans un village de Corrèze, Sardan, là où il va tourner son premier film, Le Beau Serge. Mais voilà, donc la bourgeoisie il connaît, il va en parler beaucoup, évidemment, mais pas dans tous les films, dans Le Beau Serge, dans Les Bonnes Femmes, dans plein de films, c'est là où. Mais c'est compliqué d'avoir les 57 films en tête. Mais enfin bon, Le Cheval d'Orgueil, je ne sais quoi, moi. Par exemple, les derniers films comme le dernier film, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais les derniers films comme par exemple Merci pour le chocolat ou Les Fleurs du Mal ou des choses de ces. Mais c'était pas forcément un cinéaste qui tourne, qui axait son cinéma uniquement autour de cela, autour de cette thématique. Pas uniquement, bien sûr, mais enfin quand même, effectivement, beaucoup. Alors après, il y a eu, alors je peux dévoiler peut-être des secrets, mais ça restera entre nous. On est d'accord? Oui, allez-y, bon. Je vous en prie. C'est que parfois, à une certaine époque, il aimait bien tourner en province parce que il pouvait vivre des choses qu'il n'aurait pas vécues en étant à Paris, en rentrant tous les soirs chez lui. Bon, il y a une période où, évidemment, il va y avoir des petits soucis avec son épouse de l'époque, évidemment, Stéphane Audran. Et donc, quand il va commencer à rencontrer, à fréquenter celle qui va devenir sa troisième épouse, donc Aurore Takis, à l'époque, est donc devenue Aurore Chabrol, les tournages en province avaient aussi l'intérêt de permettre quelques rapprochements. Voilà. Mais la province et la bourgeoisie ne sont pas dans les 57 films, mais sont quand même très présents. Ça fait partie quand même des thèmes évidents de Chabrol. Ouais. Alors, Claude Chabrol, ce qui est particulier aussi dans cet ouvrage, c'est que vous parlez beaucoup, bien évidemment, comme vous remontez le fleuve de sa vie, vous parlez bien évidemment de la période critique de cinéma, la période cahier du cinéma. C'est rares sont les endroits, les espaces de livres où l'on peut trouver des mots, des phrases sur ce qu'il était comme critique de cinéma, ce qu'il a donné, ce qu'il a transmis. Quand on pense à ses confrères comme Truffaut, comme Rivette, Romer et Godard, on peut les associer à certains textes fondateurs de cette critique-là des années 50. Une certaine tendance pour Truffaut. Il y a Romer, c'était plutôt j'ai oublié. Voilà, c'est horrible. Enfin voilà, il y a des textes fondateurs et qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'il en, c'est Louis Delmar pour Homer par exemple, qu'est-ce qu'il en est de Chabrol? Est-ce que Chabrol a été un bon critique de cinéma? Alors, en tout cas, il était un gentil critique de cinéma. Il a dit que, vous allez le retrouver peut-être, parce que là, oh là là, le titre m'a échappé, mais il a dit une fois une méchanceté sur un film. Ah oui, oui. Voilà. Un film qui s'appelle Le pain de vie ou un truc comme ça, qui était adapté de Gide, non, vraiment bref, vous voyez, j'ai des problèmes pour me rappeler des choses aussi précises que ça, mais donc il a beaucoup moins écrit que tous les autres au Cahier du cinéma. Il n'est pas dans tous les numéros et il y arrive pas par hasard, mais enfin un petit peu. Son premier article, sa première critique s'appelle Que ma joie demeure, c'est le titre qu'il donne à son article, et c'est uniquement parce que aucun des journalistes de la rédaction des Cahiers du cinéma n'avait vu le film dont il va parler, que lui l'avait vu tout à fait par hasard l'été précédent, parce que la maison de production américaine avait fait quelques pré-projections des sorties un petit peu, vous savez, dans les stations balnéaires, quelquefois l'été, on teste des films, là. Donc il l'avait vu, c'était le seul à l'avoir vu, donc il a écrit ce texte qui est en fait un texte laudateur, enfin vraiment, il est admiratif, et c'est Chantons sous la pluie. Donc ce film, il l'avait vu, les autres des Cahiers du cinéma n'avaient pas vu le film, donc son premier article, on lui dit, dis donc, tiens, vas-y, écris donc un truc là-dessus. Et il a écrit ce texte où il est vraiment, c'est formidable. Il adore ce film, ce qui est curieux après, quand on va voir les films qu'il va faire. Il a pas fait beaucoup dans la comédie musicale, Chabrol. Mais voilà, donc il a écrit des articles qui sont souvent assez laudateur, assez voilà, donc sauf un dont il se souvenait encore quand on en parlait, voilà, ensemble, et donc il va écrire des articles où il essaye de donner envie aux gens d'aller voir les films, et il n'a pas du tout l'attitude méchante, par exemple, de Truffaut avec Les Vieux de la Vieille, voilà. Chabrol joue aux cartes avec, c'est incroyable, avec Henri-Georges Clouzot, par exemple. C'était un copain, Clouzot. Alors qu'on l'assassinait partout, enfin, dans les Cahiers du cinéma. Lui, il aime bien Clouzot. Et d'ailleurs, il va récupérer son scénario qu'il avait écrit pour l'Enfer, qu'il va mettre à la poubelle parce que ça ne l'intéresse pas du tout la façon dont Clouzot traite le sujet. Enfin, il va quand même, voilà, reprendre un sujet de Clouzot. Donc, il est plus, voilà, il est, comment dire, peut-être qu'il est un peu moins tout fou et très vindicatif. Il n'est pas vindicatif, il dit des choses. Il est souvent aussi, régulièrement, plusieurs années de suite, il va se retrouver à Cannes, au Festival de Cannes, avec d'autres des Cahiers du cinéma, et donc il participe à donner des petites infos sur Cannes et sur les films qu'il a vus à Cannes, et ce sont souvent, enfin, des textes, voilà, plutôt bienveillants. Voilà, je pense que c'est un critique plutôt bienveillant et qui ne fait pas l'erreur de critiquer un film en fonction de ce qu'il aurait voulu voir, mais vraiment de ce qu'il voit, quoi. Et voilà. Mais comment vous pouvez expliquer que depuis la nuit des temps, depuis que les Cahiers du cinéma sont ce qu'ils sont, quand on parle de Jeunes Turcs, jusqu'à aujourd'hui, on cite toujours ces 5 personnes-là, alors que Chabrol, c'est vraiment quelqu'un à part, qui n'a pas peut-être, comment dire, la même combativité par rapport à la critique. C'est quelqu'un qui a commencé très vite à faire du cinéma, à faire des films. Eux-mêmes, voilà, c'est le premier. Mais comment vous pouvez expliquer cela, et surtout comment vous pouvez expliquer que ce Chabrol-là ait pu s'intégrer pleinement au sein de ce groupe qui était vraiment des cinéphiles extrémistes et qui sont intéressants aussi. Ils étaient copains, toute cette bande-là, ils s'entendaient bien, ils savaient ce qu'ils détestaient. Ils savaient pas trop ce qu'ils aimaient ensemble, mais ils avaient des détestations communes. Sauf que Chabrol avait de temps en temps quand même des petites discussions, en tout cas humainement, quoi. Quand on lit franchement des articles de Truffaut, c'est vrai que tous les Delannoy, Orange et Boss, tout ça ont dû quand même, Claude Autant-Lara, ont dû avoir des petits, voilà, ils devaient pas bien dormir le soir quand ils avaient lu des articles de Truffaut. Bon, Chabrol, jamais il a fait des choses, il a écrit des horreurs sur les films de ces gens-là, le cinéma de papa, quoi. Bon. Mais il en pensait pas moins. Par contre, il y avait un certain.
Oui, Il le oui, oui, disait il n'en pensait pas moins sur certains, et puis il y a quand même des films qu'il aimait bien, je veux dire, enfin, Clouzot, c'est vraiment un exemple, parce que vraiment, il était ami, ils sont devenus amis, et voilà, c'est un homme qui préfère les relations humaines à toute autre chose, hein. Donc, les films, il les a critiqués, les critiques qu'il a faites, qu'il a écrites, qu'il a données au Cahier du cinéma, sont la plupart du temps, sont toujours, sauf une, donc assez bienveillante encore. Moi, je ne vois pas d'autre. Oui, vraiment, c'est le mot, bienveillant. Il explique, il raconte aux gens, il dit, voilà, ce film sort, je l'ai vu, voilà, bon. Et donc, il est un peu à part quand même dans ces critiques-là, voilà, parce qu'il y a aussi, il y en a d'autres là, les noms évidemment m'échappent, mais bref, des gens qui écrivent des choses assez dures. Et lui va passer à la réalisation. Alors, c'est le premier qui fait un long métrage. Hein. Truffaut avait fait les 400, les Mistons, bien sûr. Et voilà, donc c'est le premier qui, grâce à cet héritage dont on parle à chaque fois dès qu'on parle de Chabrol et de ses débuts, mais non seulement cet héritage qui est donc en fait une donation du père de sa femme qui avait hérité de ses parents, parce que voilà, il n'a pas hérité directement comme ça. Enfin bon, bref. Il a reçu une somme d'argent, sa femme, sa première femme, donc Agnès, qui après va dire qu'elle a été son starter. En fait, il aurait été Claude Chabrol de toute façon, mais cet argent va lui permettre de démarrer, et donc ça l'a aidé à démarrer vite et sans avoir ce qu'il n'aurait jamais sans doute fait. Et c'était pas son truc d'être assistant à l'époque. Voilà, à l'époque des Claude Autant-Lara, des Delannoy, on devenait réalisateur quand on avait fait 5 ans, 10 ans d'assistanat, et puis tout d'un coup, on devenait, alors que ça n'a aucun rapport, être assistant et réalisateur, c'est deux choses différentes. Donc lui, il voulait pas du tout faire ça. Le court-métrage, ça l'intéressait pas beaucoup, et donc il est parti, grâce à cet héritage, sur un long-métrage. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il a aussi produit des films des copains avec cet argent. Hein. Il s'est pas juste mis ça dans la poche pour lui, pour ses films. Il a vraiment participé à l'éclosion évidemment, Philippe de Broca, par exemple, a été produit par Claude Chabrol. Enfin, donc, il est différent, franchement, des autres critiques des cahiers qui vont après passer à la réalisation. Je pense qu'il a vraiment une façon de voir le cinéma, une façon de voir la vie. Franchement, aucun ne va faire attaché de presse. Vous voyez, à la Fox, comme je le disais tout à l'heure, voilà, lui, voilà, il faut vivre, ben on fait ça, mais les autres étaient plus intello, peut-être, je sais pas. Il l'était, je pense aussi, parce qu'à un moment, il disait que je suis beaucoup plus cérébral que sportif, je suis beaucoup plus la tête que le corps, et d'ailleurs, le problème, c'est que j'ai plus mal au corps qu'à la tête actuellement, et il allait mourir. Mais vous avez tout lu le bouquin? En fait, j'ai lu le livre, je sais pas s'il fallait que je... Oh là là, c'est mon problème, ça, je lis les livres. Ouais, c'est surprenant. Des formations professionnelles. J'en suis vraiment désolé, hein, Monsieur Bourdon. Donc, mais pour revenir au livre, comme vous dites, moi, ce qui m'intéresse aussi quand je reçois quelqu'un qui a écrit un livre, ça m'intéresse de savoir un peu comment il a pensé l'architecture du livre, comment c'est le style aussi. Et là, pour le coup, dès le départ, on en a parlé, à savoir que vous aviez c'est un livre qui part du début jusqu'à la fin, donc de sa date de son année de naissance jusqu'à sa mort. Est-ce que pour vous, c'était une évidence de travailler comme cela sur Chabrol? À savoir que il y a, au départ, jusqu'au moment où il fait son premier film, le Beau Serge, je crois que si je me trompe pas, c'est en 56. Non, c'est 157, pardon. 57, 56, 57. À partir de là, à chaque fois, il y a une liste de tous ces films, et pour chaque film, vous racontez. Donc, il y a le générique qui est détaillé. Il y a aussi parfois des citations de Chabrol. Il y a le résumé. Il y a aussi à chaque fois, il y a une citation de Chabrol. Elles m'ont fait assez travailler ces citations. Et il y a aussi, évidemment, oui, mais il y a aussi parfois c'est ça. Et il y a aussi parfois une précision sur les caméos de Chabrol dans ces films. Et il y en a certains que je ne connaissais pas du tout. Et c'est assez passionnant. Et puis après, il y a un texte
dans lequel vous revenez sur la manière, sur la jeunesse du film, mais aussi sur comment il a été reçu. Après, il y a aussi la revue des critiques. Ça, c'est très passionnant. On va en parler de ça, de la revue des critiques. Et il y a une espèce, c'est un texte qui se veut pas forcément analytique, mais qui en même temps dialogue avec le film. C'est ça que je trouve assez intéressant. Alors, voilà à peu près. Est-ce que tout cela, ça a été pensé dès le départ? Et alors, pas tout. Je suis très heureux que vous ayez bien vu que c'était pas du tout analytique. Ensuite, que je dialogue avec les films, ça, j'aime bien l'entendre. C'était pas du tout prévu. Ça s'est fait comme ça. C'est ma façon d'écrire. C'est ma façon de raconter les choses. Et moi, je suis journaliste, si on veut. Je suis journaliste un peu tendance Tintin, quoi. C'est-à-dire que je raconte des histoires. Et donc, voilà. Si vous avez lu ça comme ça, moi, je trouve ça formidable et je suis ravi d'être là et d'entendre ça. Mais effectivement, pour mes autres bouquins aussi avant, voilà, moi je n'ai pas une vision et je n'ai pas cette volonté d'analyser les œuvres. Effectivement, on aurait pu parler, et d'autres l'ont fait, des œuvres de Chabrol, de n'importe qui, d'une façon thématique par exemple, non pas chronologique, mais thématique, on aurait pu. Et ça aurait fait tellement transparaître aussi, moi, ma façon de voir Chabrol, que moi je veux laisser cette vision, ce choix au lecteur de dire, voilà, moi je pense que, voilà, alors il n'empêche que, évidemment, on peut de temps en temps faire des relations thématiques entre des films, évidemment, mais ça n'est pas à moi, voilà, je n'ai pas le rôle mais d'autres le font encore une fois, très bien, je juge pas, je dis pas que moi je n'y arrive pas, je ne sais pas faire, voilà. Et donc, j'aime mieux être dans la continuité. Vous savez, dans cette préface dont je parlais tout à l'heure, que Chabrol a écrite pour ce dictionnaire Hitchcock, il explique, comme c'était un dictionnaire, donc de A à Z, il explique qu'au moins, voilà, l'ordre alphabétique ne trompe personne. L'ordre alphabétique, on ne veut pas mettre le E après le M, ou voilà, c'est la vérité, l'ordre alphabétique. Je trouvais ça aussi une formule évidemment amusante pour présenter le bouquin. Je pense que la chronologie aussi est une façon de, voilà, on sait que les choses se sont passées comme ça, parce que c'est quand même un peu facile aussi après de relire les choses, de relire les événements, de regarder les films, les scénarios, puis de dire ah ben voyez, voilà. Le fil conducteur entre le tigre aime la chair fraîche et la cérémonie, bon courage. Oui, mais alors c'est marrant parce que quand on regarde la revue de presse de pratiquement tous ces films, vraiment à quelques rares exceptions, mais je trouve que la critique de cinéma dans l'ensemble, voire même parfois même les cahiers, quand les cahiers n'aiment pas ces films, par exemple il y a un extrait de Comolli ou alors un extrait de D'année, c'était sur un des deux tigres, je crois. Et Comolli, c'était sur, je crois, le Marie Chantal. Je me souviens plus. Bref, en tout cas, il y a quand même toujours une forme de bienveillance, même si, j'ai rarement lu des critiques extrêmement, terribles et négatives contre certains de ces films. C'est comme si on sait que, c'est comme si on lui pardonne finalement. On lui pardonne ses incartades, on lui pardonne ses dérives. Et moi, alors autant je m'en souviens, ça fait, quand j'étais encore contemporain de Chabrol, même sur certains de ses films, comme La Cérémonie ou comme Merci pour le chocolat, il y avait certains qui n'étaient pas forcément, qui n'accrochaient pas, mais il y avait une forme de bienveillance. Et je trouve que c'est l'un des rares cinéastes qui a pu avoir ce traitement de faveur en quelque sorte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, c'est spécial. Vous mettez le doigt sur quelque chose, sans doute tout à fait vrai. Je pense que peut-être on lui renvoyait un peu sa propre bienveillance. Le personnage de Chabrol est absolument inséparable, indéfectible, de son œuvre. Alors là, vraiment l'œuvre, l'homme, tout ça. Bon. Et donc peut-être qu'on avait un peu de mal à dire des méchancetés sur lui. Il y en a quand même un pour les bonnes femmes. Les critiques des bonnes femmes ont été assez dures. Oui, c'est vrai. Oui. On l'a même traité de débile mental. Oui, qu'est-ce que c'est débile mental? Je ne me souviens plus de la phrase exacte. Enfin, c'est le mot débile mental. Il a écrit ce scénario. Bon. Donc il y a des méchancetés quand même. Mais alors peut-être que c'est aussi la sélection. Moi, j'ai essayé de faire une large sélection en prenant vraiment les extraits les plus parlants dans l'article, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des articles qui sont un peu longs et pesants à lire, donc j'ai mis vraiment des passages qui disent des choses.
vous retrouvez des passages méchants, hein, non, non, Bah, j'étais en train de vous écouter et je cherchais ce. Alors effectivement, oui, c'est vrai que j'avais oublié ça, Les Bonnes Femmes, parce que peut-être pour moi c'est Les une Bonnes évidence Femmes, que ce film est extraordinaire non, et mais c'est c'est un des incroyable. chefs-d'œuvre. Oui, mais c'est devenu, mais à l'époque, c'était terrible. Ils se sont fait, Stéphane Audran dit qu'un jour, en montant les Champs-Élysées, elle s'est pris une claque, quoi. Enfin, on lui a dit, non, mais dites donc, bon, voilà, ça a été violent, les gens étaient méchants. Bernadette Lafont explique qu'elle n'allait plus dans les projections en province, là, parce qu'ils avaient peur de se faire massacrer. C'est terrible, un film comme ça, Godard, oui. Eh ben, je vous interromps 2 secondes. Effectivement, alors c'est Paul Sengissen de RCT, de Radio Cinéma Télévision, qui dit c'est dégueulasse. L'ancêtre de Télérama. L'ancêtre de Télérama qui dit c'est dégueulasse, ne cessez de répéter le personnage de Godard dans Un bout de souffle. Ce qui est dégueulasse, c'est l'usage de plus en plus répugnant que les réalisateurs français font du cinéma. Et d'abord, comment un scénariste, à moins que ce ne soit un malade mental, a-t-il pu concevoir un tel scénario? Voilà, bon. Donc voilà, et ce film est devenu vraiment un classique, et Godard en a dit très tôt que c'était de regarder ce film dans une salle de cinéma, c'est comme si on regardait un miroir, tellement c'était quasi documentaire. Enfin, c'est un film sur la vie de 5 ou 6 jeunes femmes qui travaillent chez un marchand de machines à laver, de trucs comme ça, sur des grands boulevards. Et c'est évidemment, vraiment, ça a été une des gros. Après ça, et en plus, et il le dit pour plusieurs autres films aussi, là, je pensais vraiment que j'allais. Voilà, tout le monde allait trouver ça quand même génial. Et il s'est pris, mais vraiment, oui, effectivement, des critiques très méchantes pour ce film, il ne s'y attendait pas du tout. Et voilà. Djegoff non plus, le scénariste, le dialoguiste, ne s'y attendait pas non plus. Comment c'est alors avant de parler de ces films, mais de manière alors on va pas pouvoir comme vous l'avez dit en une seule émission parler de tout Chabrol, c'est impossible. Vous avez mis plus 4-5 ans pour écrire ce bouquin. Il faudra à peu près peut-être 1 an pour parler de tout Chabrol parce que c'est juste extraordinaire ce qu'il a fait. Ça c'est un staccanoviste et puis il y a plein de choses qu'il a filmé. Il a utilisé plusieurs médias. Il a été acteur aussi, c'est important. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais avant de parler de vous écouter me raconter un peu une histoire, ce que vous ressentez en voyant les films de Chabrol. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, et vous l'avez là à l'instant évoqué, de cette complicité incroyable avec Paul Guégoff, et peut-être d'expliquer qui est Paul Guégoff, parce que c'est pas n'importe qui ce monsieur. Non, c'est pas n'importe qui. Et il y a eu un livre intéressant, je crois que je cite à un moment sur lui. Enfin bon, bref, Paul Guégoff. Paul Guégoff, c'est un monsieur qui écrivait des romans. D'abord, il est de l'est de la France. Il est au moins de Strasbourg ou de par là. Et puis, il écrit des romans qui seront quand même jugés assez de droite, quoi, on va dire. Hein. Bon. Pas vraiment, voilà, bon, bref. Et puis, il arrive à Paris après avoir fait des tours. C'est un riche héritier. Il a beaucoup d'argent. Ses parents lui ont laissé beaucoup d'argent en disparaissant. Donc, il a beaucoup d'argent. Donc, il a une vie formidable. Mais il va claquer tout son héritage très vite. Donc, il va se retrouver sans rien en arrivant à Paris, ou quasiment. Il va peut-être finir encore à donner des fêtes, à faire des soirées pas possibles. Et donc, il rencontre les gens du Tout Paris, du cinéma, des cahiers du cinéma, évidemment. Il va rencontrer Éric Rohmer, il va rencontrer Claude Chabrol, bien sûr, et ils vont se trouver, ces deux-là. Alors, Chabrol a beaucoup plus parlé de lui, de Guégoff, que Guégoff, voilà, il a dit des choses, Guégoff, quand même. Il faut que ça revienne, mais il a dit des choses. Mais Chabrol, qui lui se considérait vraiment comme un petit bourgeois constipé, on va dire, hein, qui marche comme ça. Enfin, il donne même des attitudes un peu de. Il a rencontré Guégoff après l'écriture du Beau Serge, et il lui demande d'écrire les dialogues des cousins, son deuxième film. Et il va dire que ça lui a fait comme une gomme, quoi. Enfin, il avait un talent même de Pierre Ponce, voilà, pas de gomme, de Pierre Ponce, pour lui enlever toutes ces idées catholico machin qu'on lui avait mis dans le crâne toute son enfance. Et donc, ça l'a ouvert à un monde qu'il n'aurait pas connu sans doute. Donc, ça a été son comment on peut appeler ça, son révélateur. Enfin, ça a été, voilà, il n'y aurait pas eu Guégoff, on aurait eu un Chabrol s'il était resté, voilà, s'il n'avait pas rencontré ou
quelqu'un qu'on pourrait comparer à Chekhov. Enfin, il serait resté un autre. Enfin, il n'aurait pas été ce Chabrol-là. Chabrol, son premier film, il va beaucoup changer. À un moment, quand on lui pose la question, plus tard, beaucoup plus tard, vous préférez quoi, le Beau Serge ou les Cousins? Parce que c'est quand même les deux premiers films. Alors, une fois, c'est le Beau Serge, une fois, c'est les Cousins. Mais quand même, le Beau Serge, il a un petit souci avec le Beau Serge où il y a quand même beaucoup de religion, beaucoup ce garce Brialy qui arrive de la ville pour en gros sauver de l'alcoolisme, entre autres, son ami Gérard Blin, enfin le Beau Serge. Ça fait très christique, ça fait très voilà, je me dévoue et je vais. Et ça, il aimait pas trop. La pâtre célinienne aussi, très inspirée par Rossellini, je pense. Ça, absolument, voilà. Il y a de cela aussi. Voilà. Je crois, ouais. Donc, Chekhov va intervenir beaucoup pour durcir les personnages, pour durcir les situations, les dialogues. Il va travailler sur les dialogues. Et c'est vrai que ça va changer beaucoup sa vision du monde. Et il va l'adorer. Il va dire, alors je ne sais plus trop dans quel ordre, mais après la mort de Chekhov, qui a été terrible, hein, la mort de Chekhov, je ne sais pas si on en dit deux mots, mais enfin bon, il a une vie tellement... Ça a été, bon, il a été assassiné par sa dernière compagne, jeune femme qui a fait de la prison, qui a eu donc une fille avec lui, avec qui j'ai dialogué un peu sur Internet, mais elle est là-bas, et c'est une personne qui habite en Irlande, non, beaucoup plus loin, en Islande, voilà, enfin, c'est une étrangère de loin, vraiment, des pays froids, des pays nordiques. Et donc, bon, on a discuté trois, voilà, on a échangé 2-3 mots, mais bon, bref, cette vie de Chekhov qui s'est terminée un soir de Noël en plus, c'est fait à coup de couteau, un soir de Noël, donc c'est une vie incroyable. Il buvait beaucoup et il disait à Stéphane Audran, bon, là, j'arrête, je vais aller sur, je ne sais plus quelle île bretonne, et il passait 2 mois sur cette île sans boire un verre pour se refaire une santé, et puis hop, il revenait, puis il recommençait sa vie. C'était un personnage vraiment fantasque, vraiment, voilà. Certains, j'ai eu des échos de gens qui l'ont connu, qui le trouvaient un petit peu, voilà, c'est fatigant à la longue, hein, bon. Mais c'était un génie, quoi. Et c'était vraiment un type formidable en tout cas, ce qu'il a apporté à Chabrol est absolument indiscutable, c'est clair. Voilà. À part, alors les films des années 60, à part 3-4 comme la série des Marie Chantal ou du Tigre, quand on voit, et à part le Beau Serge qui est mis de côté, donc il y a les Cousins dans lequel Brialy à un moment même lors d'une soirée est déguisé en officier SS, c'est un peu ce qu'avait fait aussi Chekhov dans une des soirées qu'il animait. Donc il y a toute cette filmographie des années 60 qui comment dire, qui dessine ce binôme incroyable Chabrol-Chekhov avec ce qui en ressort, c'est-à-dire des films peut-être pas forcément cyniques ou un peu peut-être, mais quand même des films qui dressent un tableau. Voilà, c'est toujours comme on dit, du Mitch, et c'est peut-être aussi le fait en tout cas là où je veux en venir, c'est qu'il y a un avant et un après Chekhov. Après Chekhov, les films de Chabrol sont totalement différents. J'ai l'impression que pour le coup, il caresse, il questionne fondamentalement le noyau du film policier, mais il l'épure, ça en devient quelque chose de très brutal, très froid. Le Boucher, là par exemple, le Boucher avec Jean-Yann, ou que La Bête meurt, que vous évoquiez aussi avec Jean-Yann, et puis il y a toute cette période qu'on a appelée un peu la période pompidoulienne avec Michel Bouquet. Enfin, il y a tout cela quand même. C'est une autre période, c'est une autre décennie qui est fascinante, incroyable, mais qui est assez brutale, assez très transparente, très épurée. Travaille beaucoup sur la couleur aussi. J'ai des souvenirs comme ça, des souvenirs de spectateurs d'il y a 10-15 ans, pas de l'époque parce que je n'étais pas encore né. Mais voilà, il y a une période des années 60 où le texte est un élément de mise en scène fascinant parce que Chekhov aussi. Et dans les années 70, c'est totalement différent. Il y a autre chose qui se travaille. C'est comme si les années 60, c'était du Fritz Lang et les années 70, c'était du Hitchcock. Plus ou moins. Ah, alors là, évidemment, ce sont ces deux. Fritz Lang en tête. Fritz Lang et sa grande révélation. Enfin, c'est en voyant un film de Fritz Lang qu'il a dit Testament du docteur Mabuse quand il avait 16-17 ans, qu'il a dit mais voilà, c'est ça que je veux faire, quoi, du cinéma, évidemment. Donc, Fritz Lang est une influence énorme. Évidemment, Hitchcock aussi, mais un petit peu différemment. Voilà, oui, alors, il y a eu cette rencontre incroyable, effectivement, Chekhov-Chabrol, qui vraiment a été
très productive et qui va après, effectivement, quand tout ça va se terminer, ils ont fait un film ensemble, c'est incroyable, partie de plaisir. Alors, si vous n'avez pas vu ce film, c'est bon, c'est vraiment pas le meilleur film de Chabrol. Enfin, c'est incroyable parce que c'est un scénario qu'a écrit Gégoff pour, dira-t-il à Chabrol, récupérer sa femme qui allait partir parce que vraiment la vie avec lui n'est pas facile. Hein, donc sa femme allait partir et donc il a voulu faire un scénario pour voilà montrer à sa femme que voilà. Et c'était Trintignant qui devait tourner le rôle du personnage qui était lui en fait. Et Chabrol lui a dit non mais attends, non, c'est à toi de le jouer, puis c'est à ta femme de jouer. Et effectivement, c'est le couple Gégoff qu'on voit à l'écran dans ce scénario écrit. C'est pas du tout un documentaire, c'est pas de la télé-réalité, c'est vraiment un scénario écrit dans lequel il va fictionner des choses, il y a de la violence, vraiment, il va être obligé de dire après que mais pas du tout, c'est dans le film, mais dans la vie, je n'ai jamais tapé à coups de chaussure sur ma femme. Enfin bref, c'est vraiment, ils avaient des relations assez, voilà, très 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 fusionnelles, très, voilà, ils ont eu une période, voilà. Ça s'est arrêté après, effectivement, l'œuvre de Chabrol. Alors, parfois, il écrit lui-même les scénarios tout seul et les dialogues. Quelquefois, il adapte des romans. Hein. C'est souvent l'adaptation de romans chez Chabrol. Donc là, après, il va être avec d'autres. Il a besoin de temps en temps d'être avec d'autres pour écrire ou être tout seul. Le Boucher, il l'a écrit tout seul. Hein. C'est Stéphane Audran qui est venu un jour sur le tournage de Que la bête meurt, où vraiment il y avait une ambiance formidable. Enfin, Jean-Yann, à cette époque-là, Jean-Yann était également producteur et animateur d'une émission sur France Inter. Tiens, voilà, on cite la radio. Le soir, tous les soirs, et donc il quittait l'endroit où il tournait en Bretagne pour vers c'était 17h, 17h30 le soir. Il allait dans son hôtel faire son truc. Il y avait une ambiance de plaisanterie, pour ne pas dire, j'ai le droit de dire, de déconnade. Enfin, vraiment sur le tournage. Voilà, bon, c'était ils ont inventé quand même des Monsieur et Madame ont un fils. Voilà, le fameux Stéphane Audran se souvenait très bien de Monsieur et Madame, c'est pas de la tarte, ont un fils. Non, Monsieur et Madame à la rame, c'est pas de la tarte, ont un fils. Bon, alors évidemment, c'est Ferdinand. Ferdinand Saint-Malo. Oh, j'y arrive pas, moi je suis pas doué du tout pour ces trucs-là. Monsieur et Madame, Ferdinand. Voilà, Saint-Malo à la rame, c'est pas de la tarte. Monsieur et Madame, Saint-Malo à la rame, c'est pas de la tarte. Ont un fils, s'appelle Ferdinand. Ferdinand Saint-Malo à la rame, c'est pas de la tarte. Bon, il n'arrêtait pas. Et donc Stéphane Audran a dit, mais moi je veux tourner avec ce type. Enfin, il est incroyable. Ah, les foufous. Et Chabrol a écrit, parce que Stéphane Audran lui avait demandé, a écrit ce scénario assez vite et voilà, lui tout seul. Vous voyez, donc là, le Boucher, il n'y a plus du tout Gégoff et il y a Chabrol tout seul. C'est autre chose. Comment vous pouvez les films qu'il va faire après, où il touche parfois à pas mal de genres, hein, ça peut être même voire même une espèce de drame un peu légèrement érotique avec Sylvia Christel. Il y a aussi du fantastique, il y a aussi de la comédie de mœurs, des films policiers terribles. C'est un souvenir des Fantômes du Chapelier que j'ai vu étant gosse et c'est un souvenir qui m'a marqué. Je ne pouvais pas concevoir que Michel Serrault puisse être quelqu'un d'assez, comment dire, c'est un peu comme Richard III, la fameuse phrase de Richard III, je peux sourire et tuer en même temps. C'est exactement ça, Michel Serrault dans le Fantôme du Chapelier. J'ai un souvenir vraiment très très fort de ce film-là. Et puis il a fait des adaptations littéraires. Je pense à Madame Bovary qui est très très intéressant. Puis il a travaillé aussi sur le matériau du guide de Maupassant, pardon. Et toute cette période entre les années 70 jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui bouffait de la pellicule, qui avait faim, qui faisait plein de films, beaucoup trop de films parfois, mais il avait des choses à dire, il les disait, et il y avait de tout dans ses films. C'était un auteur, comme on dit. Avec le recul maintenant, si je vous posais comme ça cette simple question qu'on peut parfois entendre lorsque quelqu'un ne connaît pas l'œuvre d'un immense cinéaste, il dit mais c'est quoi un film de... Moi, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi un film de Claude Chabrol? Moi, je me cacherais un peu derrière ce qu'il a dit, parce que moi, ce que je pense n'a pas beaucoup d'importance, mais lui, il voulait faire des films qui n'embêtaient pas les spectateurs, déjà. D'où, comme tout à l'heure, vous parliez des policiers, il est
passionné par les polars américains, par aussi des productions françaises. Il lit, il n'arrête pas de lire. Il a beaucoup lu, Chabrol. Tout à l'heure, je disais que c'était pas la bande des intellos, des cahiers. Évidemment, il a une culture énorme. Il a voilà, c'est évident. Mais il a beaucoup lu de polars et il pense toujours que ce qu'il a à dire, ça passerait beaucoup mieux si en plus il y avait une histoire où le spectateur va pas s'embêter, parce qu'au moins, celui qui s'en fout de ce que j'ai à dire, il va suivre l'histoire, il va suivre l'enquête, il va suivre et puis si en plus, il a une petite idée de ce que j'ai envie de dire, donc un film de Chabrol, c'est à lire à peut-être plusieurs niveaux, et en tout cas, il y a des choses qu'il a envie de dire. Alors, ça dépend lesquelles, évidemment, que les tigres, Marie-Chantal, tout ça, c'est parce que les bonnes femmes n'avaient pas marché, parce qu'il n'avait pas de succès et qu'il fallait bouffer. Et donc, il a rencontré la femme, Christine Gouze-Rénal, la femme de Roger Hanin, qui était productrice et qui lui a proposé de faire ses films. Et en plus, avec Michel Bouquet, qui était venu par hasard dans la maison de production, dans les bureaux de Christine Gouze-Rénal pour lui dire « Écoute, non, ce que tu m'as proposé, là, le tigre, non, franchement, je le ferai pas. » Et puis, il a croisé le regard de Chabrol qui rentrait dans le bureau, ça. Il s'est dit « Non, mais ce type-là, voilà. Non, je peux pas. Non, alors oui, 3 mois en Espagne avec un type comme ça, ok, je fais, quoi. » Et il y a eu, alors là aussi, il y a eu Zeghoff, il y a eu aussi Michel Bouquet, qui a eu des relations très étroites avec Chabrol, et évidemment, alors si on laisse tomber cette période des tigres, mais après, qui est devenu son alter ego à l'écran, c'est évident. Juste avant la nuit, La femme infidèle, par exemple, c'est fascinant. La femme infidèle est un film absolument extraordinaire. Juste avant la nuit, c'est quand même, Michel Bouquet m'a dit à moi en direct, comme je vous vois, c'est mon meilleur rôle au cinéma. Et ça, c'était en 2015, il m'a dit ça. Bon, donc voilà, il y a eu une rencontre vraiment entre ces deux-là. Et après, sans doute, Bouquet ne correspondait plus trop, puisqu'on ne le voit plus après, dans la dernière partie, correspondait plus trop à ce qu'avait envie de dire Chabrol, qui s'était rapproché d'un univers plus jeune, c'était plus les bourgeois qui ont réussi et qui ont 50 ans. Là, vous voyez, la cérémonie, c'est quand même beaucoup des personnages beaucoup plus jeunes. C'est pas du tout. Il ne voyait plus, lui, en tout cas, Bouquet dans ces films-là. Et Michel Bouquet qui répondait à une question, en disant vous avez dû être. Non, Michel Bouquet a compris, et voilà, c'est comme ça. Il faut répondre à un besoin d'un réalisateur. Et puis besoin de lui, il lui en voulait pas du tout. Et voilà, c'est pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question d'humanité, tout ça, et les rapports humains sont plus importants que les films finalement. Il y a une petite anecdote que m'ont raconté 2 personnes différentes. C'était sur un plateau de tournage de Merci pour le chocolat. La l'ivresse du pouvoir. D'accord. Il y a un plan dans la cuisine d'Isabelle Huppert qui était compliqué, il fallait faire un travelling avec un truc, un machin, elle ouvre un placard pour faire un truc. C'était compliqué et ils n'y arrivaient pas, et voilà. Et à un moment, celui qui fait le pointeur, vous savez, celui qui a 1 mètre entre la caméra, là, il n'y arrive pas, c'est flou, c'est machin, et il se met à pleurer. Parce qu'il en peut plus, quoi. Il est trop triste, quoi. Voilà. Et Chabrol va lui dire, mais il n'y a pas un film au monde qui vaut une larme de ton corps. Donc voilà, on a arrêté tout, il est reparti. Sur d'autres bases, il a changé le truc. Mais voilà, pour lui, c'est plus important. Là, le technicien qui est là, pas uniquement les stars, pas uniquement Isabelle Huppert. Là, c'était vraiment le pointeur. Bon, il va s'intéresser à lui plutôt qu'à son plan. Et je pense que ça c'est vraiment un trait de caractère de Chabrol extrêmement important. C'est ça qui va donner de l'humanité à ses films, même s'il fait pas des films dans lesquels on sent qu'il défend des causes. C'est évident que dans la vie de tous les jours,
il avait beaucoup d'attaches. J'ai d'autres anecdotes, mais je ne veux pas vous embêter avec des trucs comme ça. Mais vous, ah non, vous m'embêtez pas du tout. Après, c'est vous qui vous rigolez. Jamais, au contraire. Bon, alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait un premier petit livre sur la bouffe dans les films de Chabrol. Bon. Et il y a eu des interviews, il s'est prêté à la promotion de ce livre d'une façon admirable. Et le journal Le Monde, enfin le magazine M, a voulu faire un article et en plus avoir des photos de Chabrol exclusives. Voilà. Et donc le rendez-vous a été donné dans un bon restaurant. On a bien mangé, je l'ai accompagné. Alors bon, j'ai profité de ça. Lièvre à la Royale, c'était un truc, c'était vraiment excellent. Et puis le dessert, toujours des glaces. Hein. Chabrol, on lui avait préparé un menu, mais alors toujours des glaces, hein, ça, en dessert. Bon. Et puis le photographe est arrivé après l'interview du journaliste, tout ça pour son papier. Puis le photographe est arrivé, s'est installé dans un coin sur une table. Et alors son idée, c'était alors que le bouquin, c'était sur évidemment la bouffe qui est plutôt quand même roborative et bonne et bourgeoise et tout ça dans ces films généralement, pas toujours. Mais enfin bon, bref. Alors l'idée, c'était de lui faire croquer une carotte crue, ou bien un poireau, ou un truc comme ça. Bon, pourquoi pas? Il dit OK. Et la séance a duré, mais pas 1 heure, mais 45 minutes au moins. Quoi. Enfin, vraiment, ça a été très long. Oui, monsieur Chabrol, vous pouvez remettre oui, alors plutôt comme ça, et puis comme ça. Enfin bon, il avait déjà un certain âge, monsieur Chabrol. Le bouquin est sorti, je sais plus quand, en 2000, je sais pas quoi, 2007, 8 ou par là. Donc, c'était plus un jeune homme, et voilà. Et à la sortie, je l'ai raccompagné chez lui. Je lui ai dit, mais quand même, vous auriez pu abréger, tout ça. Je disais, mais ça lui faisait tellement plaisir. Donc, voilà, Chabrol, voilà, il a quand même beaucoup d'empathie vers les gens. Moi, j'ai bien senti ça aussi avec moi. Il a été vraiment d'une bienveillance, d'une gentillesse, voilà, assez extraordinaire. Et sa femme est aussi une femme superbe que je salue au passage, et sa fille aussi, et son fils. Enfin, la famille Chabrol est quand même assez remarquable. Avant de vous libérer, avant de vous poser une dernière question, je voudrais juste rappeler quand même qu'il y a donc ce livre Tout Chabrol avec une préface de François Berléand. Très belle préface, oui, voilà, très comédien, qui a tourné dans La Fille coupée en deux, dans certains de ses téléfilms aussi, Le Petit Fût, formidable. Et dans l'ivresse du pouvoir, c'est édité chez Leitmotiv. Et à côté de cela, il y a aussi cela qui est assez sympa. Vraiment, il y a eu des moments où j'ai bien ri. C'est comme disait Claude Chabrol, c'est toujours chez Leitmotiv. Donc c'est ces 2 livres. Vous pouvez retrouver un lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous renvoie directement aux 2 pages pour vous procurer les livres. Dernière question qui est très basique. Oui. Oh, ça c'est la magie de YouTube. Oui. Question très basique, vraiment très basique. Votre film préféré, ce serait lequel de Claude Chabrol? Ah, écoutez, là j'ai un rendez-vous, faut que j'y aille, c'est bête. Hein. Ah ouais, bon, non, générique. Je vous entends plus. Non, mais je peux pas vous en donner un. Voilà. C'est dur. Un, c'est pas beaucoup, c'est pas possible. Un par période. Ah oui, d'accord. Alors, si vous voulez, 60, oui. Si vous voulez, pour ne pas vous sentiez seul, je peux moi aussi avoir cette outrecuidance de vous donner mon film préféré de la période. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, dans la première période, on va dire, moi je vais dire, allez, Les Bonnes Femmes, même si c'est peut-être pas le plus. Voilà, mais enfin, Les Bonnes Femmes, c'est quand même pas mal, oui. Je suis d'accord avec vous. Les Bonnes Femmes, pareil. Les Bonnes Femmes. Voilà. Les Bonnes Femmes. Ensuite, il y a la période, alors ce qu'on disait, pompidolienne. Alors là aussi, il y a. Alors moi je dirais, parce que j'ai un souvenir d'enfance ou quasiment, que la bête meurt, mais évidemment il y a le boucher, évidemment il y a la femme infidèle. Enfin, alors et vous? Le boucher, un grand moment pour moi. Toute la scène d'ouverture où ils sortent du mariage et tous les 2 ils sont en train de discuter, c'est un moment fascinant et à aucun moment quand je le découvre ce film, j'imagine ce qui va se passer en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable chez lui. Le boucher, sans hésiter, le boucher. Puis Jean-Yann, j'aime beaucoup l'acteur de cette période-là, de cette époque-là. Le boucher, c'est un bonhomme incroyable, Jean-Yann. Enfin, quand Chabrol, enfin, je voudrais pas être trop long, mais quand Chabrol lui a proposé le rôle de Que la bête meurt, qu'il avait proposé d'abord à Philippe Noiret, il faut le savoir, mais Philippe Noiret se sentait pas prêt. Chabrol a dit que c'est parce qu'il y avait des scènes sur un bateau et qu'il n'avait pas le pied marin. Enfin bref, il a refusé. Ils se retrouveront pour Masque beaucoup plus tard. Et donc, quand Chabrol vient présenter le rôle à Jean-Yann,
Jean-Yann, alors il lui dit, tu vois, ce rôle, c'est vraiment un mec un peu, voilà, que la bête meurt, le mec il est pas très sympathique, et t'es d'accord? Et Chabrol lui répond, je n'y vois pas d'abjection. Alors ensuite, la période d'après, c'est quoi la période d'après? Les années 80, c'est les années 80, ce sont les années 80. Alors les années 80, alors là, alors attendez, parce que ça, oui, si, alors les années 80, oui, alors c'est ça, on fera 90 après, alors d'accord. Ouais, on fera ça comme ça, oui. Ah moi voilà. Je serais assez le fantôme du Chapelier aussi, qui est un film. Oh non, encore, c'est terrible, on n'a que des points communs. Non mais évidemment, c'est vraiment un film, voilà, c'est formidable. Et puis quand il mange, je sais plus ce qu'il mange, si un truc que mange beaucoup l'inspecteur Maigret, le commissaire Maigret, pardon, un fricando à l'oseille. Ah là là, quand Michel Serrault mange son fricando à l'oseille, c'est quand même formidable. Voilà. Et puis alors après, moi, j'en ai un. Donc vous, c'était aussi ça? C'est les fantômes du Chapelier pour les années 80. Ouais, je pense que. Et ah oui, carrément, les années 80, c'est fou. Alors les années 90, je vais peut-être me tromper. Est-ce que oui, voilà, j'ai ma petite fiche moi sous les yeux pour les années, mais donc est-ce que je me souviens plus, mais c'est honteux, mais bon, c'est pas grave. La cérémonie, c'est les années 90. Bah oui, bien sûr, moi aussi, j'ai la cérémonie 95. Mais évidemment, la cérémonie. Allez, vous savez quoi? Non, vous savez quoi? Je vais dire l'enfer, parce que l'enfer, c'est très très bon, ça aussi, l'enfer. C'est génialissime. C'est génialissime. Alors, je dis l'enfer. Ah oui, alors regardez l'enfer, et si en plus vous avez la chance de voir une copie qui vient d'être restaurée avec plein de fautes d'orthographe dans le générique qu'ils ont retapé, c'est formidable. C'est vraiment à voir, c'est une curiosité. Alors peut-être qu'ils l'ont refaite depuis et qu'ils vont pas faire tourner ça sur les télés, mais ça a été bizarrement fait. L'enfer est évidemment un film formidable. Moi, je trouve que la cérémonie, vraiment, ça dit tellement de choses. C'est formidable et c'est peut-être à mettre en relation avec les bonnes femmes, d'ailleurs, cérémonie, bonnes femmes, bon bref. Mais vraiment, c'est vraiment chouette. Je suis d'accord. Et puis j'aime beaucoup la fin de la cérémonie, la manière qu'il a de travailler sur le son, avec l'enregistrement qu'il laisse passer. Enfin, c'est extraordinaire. Et les années 2000, alors, ce serait quoi pour vous les années 2000, qui est une année vraiment une période assez incroyable aussi? Alors moi, je sais ce que vous allez dire. Non. Moi, je sais le film que vous allez dire. C'est. Merci. Ah bon? Vous n'allez pas dire merci pour le chocolat? Hein? Alors j'ai eu une période où j'étais un dingue de ce film. J'avais même écrit un article là-dessus pour Fluctuate. À l'époque, je travaillais pour un site internet. Mais c'est Bel Ami. J'adore ce film. Je trouve qu'il est peut-être un peu sous-estimé, malheureusement. Mais il y a quelque chose dans ce film où il se passe pas grand-chose. Et je trouve qu'il y a que Chabrol qui peut se permettre ce genre de manière de raconter le réel avec du rien. Et puis ce comédien de Pardieu, où il se passe assez incroyable. J'aime beaucoup. J'adore le dernier film. Bon, on va être une dernière fois d'accord. Je vais dire Bel Ami, et aussi pour Marie Bunel, que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer en l'interviewant et qui déjà, Chabrol, c'est son deuxième papa, hein, elle l'a dit clairement, et Marie Bunel qui joue le rôle de l'épouse de Pardieu dans ce film, l'épouse de ce commissaire Bel Ami. Hein, voilà, c'est Bel Ami, c'est très bien, et puis c'est son ultime film, son dernier film de cinéma. Après, il y aura pour la télévision le petit fût, c'est peut-être avant. Non, c'est là, le petit fût, le petit vieux des Batignolles, des choses comme ça. Il a touché à la télévision aussi très tôt. C'est un des premiers, sinon le premier, qui a travaillé pour la télévision dans les années 70, par là, oui. Et puis il adorait la télévision, et d'ailleurs il y a une des citations. Il y a une des citations. Il faudrait quand même. Je peux pas ne pas la raconter la lire avant de partir. Oui, voilà, c'est ça. C'est alors, c'est Le Pays d'ici, France Culture, 8 février 95. Quand vous avez un travail où vous vous dites, mon Dieu, c'est compliqué, ça va être difficile, je vais pas m'en tirer, vous ouvrez votre poste de télé, vous hurlez de rire en vous disant, de toute façon, je ferai mieux que ça. Et puis, hop, c'est parti. J'aime beaucoup. Je trouve ça génial. Ah oui, ça, la télévision, il écrivait ses scénarios en regardant avec la télévision allumée, dans le fond. Hein. C'est incroyable, dans son bureau. Il ne supportait pas d'être comme ça, dans le silence ou sans rien. Ouais.
Bon. En tout cas, Laurent Bourdon, merci beaucoup. C'était super agréable et j'espère que vous n'avez pas pris ma place, mais je crois que vous avez bien aimé ce moment-là parce que je sais que c'était pas si évident que ça. Enfin, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. On va voir. Puis il y a eu, bref, c'était une émission vraiment extrêmement surréaliste avec plein de petites choses. Chacun y trouvera peut-être ce qu'il a envie d'y trouver. Voilà. Exactement. Je répète, Touche à Brol, préfacé par François Berléand. C'est un petit texte très sympathique, très beau, édité chez Leitmotiv. Et bien évidemment, comme disait Claude Chabrol, toujours édité chez Leitmotiv. C'était Laurent Bourdon. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. En tout cas, à celles et ceux qui nous ont regardés, vous pouvez vous procurer ces 2 livres en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner chez Microcidé. Vous allez voir, c'est très sympathique. Il y a plein de petites choses assez bien. Voilà, comme on dit. Donc, Laurent Bourdon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Samir, de m'avoir invité comme ça. Tout simplement, et on chez moi en plus, c'est formidable. Je vous souhaite une agréable journée et comme on dit, générique. C'est parti. Merci beaucoup, Laurent Bourdon. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.